L'invité de France Info ce matin est Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Jean-Michel Apathy. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. La journée d'hier fut singulière, un hommage national aux Invalides le matin en mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Le soir, marche blanche à Paris après l'assassinat de Mireille Knoll, 85 ans, rescapée des rafles du Veldiv en 1942. Deux événements qu'Emmanuel Macron a liés dans son discours le matin aux Invalides. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, valeurs niées par le terroriste de Trèbes, valeurs niées par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive. Vous étiez aux Invalides, Valérie Pécresse, et vous étiez aussi à la Marche Blanche. Oui, tout à fait. Ce sont deux événements, la mort du colonel Bertram et la mort de Mireille Knoll, qui nous ont bouleversés pour des raisons différentes. Celle du colonel Bertram parce que c'était un acte d'héroïsme pur et qui nous rappelle, qui nous rend fiers et qui nous rappelle que la France, elle est debout. Elle est debout face à ceux qui l'attaquent, face à ceux qui la menacent. Et puis l'assassinat de Mireille Knoll pour d'autres raisons, parce que c'était une vieille dame extrêmement gentille qui habitait dans un immeuble depuis 65 ans, rescapée de la Shoah, vous l'avez dit, de la rafle du Veldiv, et qui donnait des bonbons, donnait de l'argent de poche à celui qui, des années plus tard, est devenu son meurtrier, qui l'a torturé chez elle. Et donc, évidemment, voilà, un effroi de tout le voisinage face à ce crime à motif antisémite. Voilà, et donc la Marche Blanche, évidemment, avait pour vocation de dénoncer le retour de l'antisémitisme en France. La cérémonie concernant le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous pose d'autres problèmes. Comment lutter contre le terrorisme, comment lutter contre ces jeunes gens qui se radicalisent, que la police surveille, mais qui passent à l'acte sans prévenir en quelque sorte, en prenant tous ceux qui les surveillent par surprise. Est-ce qu'il faut changer quelque chose, à votre avis, dans la loi, les dispositifs de surveillance pour éviter la répétition de ces drames? Oui, je crois qu'il faut être très lucide. On n'est pas suffisamment armé aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. Il nous faut des dispositifs encore plus fermes, mais en même temps efficaces dans la durée. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à la chimère du retour de l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence est un état d'exception, c'est un état provisoire et temporaire. Or, la guerre que nous menons contre le terrorisme islamiste est une guerre qui va durer, qui va s'installer dans la durée, qui ne prendra pas fin avec la guerre en Syrie. Et donc, il faut qu'on ait des outils efficaces contre ces terrorismes et des outils qui vont nous permettre de combattre pendant des années, parce que ça va durer des années. Et que donc, il faut des armes qui soient pérennes. Alors, donc, pas d'état d'urgence, ça ne vous paraît pas nécessaire, parce que c'est un moment d'exception. Parce que c'est un état d'exception et il faut en sortir. Et donc la question de la sortie se posera toujours. Et de la même façon, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette en rétention administrative les fichiers S radicalisés, parce que le fichier S, c'est une réalité très confuse. Multiple. Non, il y a un fichier des personnes radicalisées, potentiellement radicalisées, dangereuses, qui est le fichier antiterroriste. Il y a une vingtaine de milliers de personnes qui sont dans ce fichier. Et on voit bien que tous ceux qui passent à l'acte aujourd'hui étaient peu ou prou repérés par les services. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on lutte contre ces personnes-là, comment on les incrimine, comment on les amène devant la justice. Je crois qu'il y a un article du Code pénal qui permet, il faudrait que le réinterpréter, qui permet, quand on est en intelligence avec l'ennemi, en temps de guerre, de pouvoir être incriminé et conduit devant la justice, avant même qu'on ait commis des attentats ou des meurtres. C'est-à-dire le seul fait d'avoir ou de manifester sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens une sympathie avec des courants salafistes, des gens qui se déclarent ennemis de la France, devrait valoir, selon vous, une action judiciaire? Exactement. On pourrait. Alors, ça suppose aussi d'avoir accès à certains outils qui, jusqu'à présent, étaient réservés à l'état d'urgence, mais qu'il faudrait transférer dans le droit positif, un état de haute sécurité. Devrait le permettre, par exemple les perquisitions administratives, parce que quand on soupçonne des personnes d'intelligence avec Daesh, il faut pouvoir avoir accès à leurs ordinateurs pour vérifier ce qu'ils disent, pour pas commettre d'erreurs judiciaires. Et ensuite, on les
présenterait au juge, qui lui-même pourrait immédiatement prononcer des assignations à résidence, des peines de rétention ou de détention provisoire en prison. Dans les prisons où il faut, pardon de le dire, mettre à l'isolement les personnes radicalisées. On ne peut plus aujourd'hui mélanger les personnes condamnées pour des faits de radicalisation ou de terrorisme avec des détenus ordinaires. C'est l'école de la radicalisation. Et par ailleurs, sur les mosquées, parce que j'ai entendu dire un peu tout là aussi et n'importe quoi, je pense qu'il faut fermer de manière résolue, ferme, toutes les mosquées dans lesquelles on prêche la haine, la violence. Et pas seulement l'apologie du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, on a une vision assez restrictive. Tous les prêches de haine, de violence, de discrimination, de haine de la France, de violence, qui appellent à la violence, toutes ces mosquées-là, ces prêches-là doivent être fermés. Les auditeurs et les téléspectateurs de France Info qui sont très fidèles ont entendu hier Laurent Wauquiez qui était à votre place et qui disait exactement le contraire de ce que vous dites ce matin concernant il devait quand même dire qu'on n'était pas assez armé contre le terrorisme, quand même. Concernant l'état d'urgence et la rétention. C'est une différence que vous assumez vis-à-vis du patron de votre parti. Ce que je crois, et je pense que nous partageons tous ce constat, c'est que la guerre contre le terrorisme est une guerre absolument prioritaire. Elle est prioritaire parce que c'est une véritable gangrène qui mine la société française et qui mine sa cohésion. Mais face à cette guerre, je pense que les solutions que nous devons avoir doivent être à la fois crédibles et efficaces sur le long terme. Le problème d'une rétention, c'est que ça ne peut pas être durable. On ne va pas créer un Guantanamo à la française. On ne va pas, pendant des années, laisser des gens sans procès enfermés. Or, qu'est-ce qu'on fait ? 20 000 personnes ? Il faut bien les faire passer par la case justice. Et il faut, à un moment donné, que l'État de droit s'en saisisse. Donc, il faut muscler notre État de droit et il faut que cet État de droit soit en capacité de répondre efficacement à la menace. Vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Une douzaine de facs bloquées ou occupées ce matin. Mobilisation étudiante contre la sélection à l'université, contre la répression aussi. Après l'évacuation musclée d'un amphi la semaine dernière à Montpellier, l'ex-doyen et un professeur placés en garde à vue hier. Et ils vont être également suspendus. C'est ce qu'annonce la ministre de l'Enseignement supérieur ce matin sur France Info. Salut au drapeau, marseillaise, minute de silence, l'hommage dans 1 heure maintenant à Trèbes aux 3 victimes civiles de Radouane Lagdim. Cérémonie présidée par le Premier ministre, suivie de leurs obsèques. Celles du colonel Arnaud Beltrame se dérouleront en fin de matinée en la cathédrale de Carcassonne. Des centaines de personnes à Marseille, Strasbourg, Lyon, Nantes ou encore Bordeaux. Des milliers à Paris. Rassemblement hier soir en hommage à Mireille Knoll. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont dû être exfiltrés du cortège sous les huées. Les représentants de la communauté juive opposés à leur présence. Dans la foulée du rapprochement initié lors des JO de Pyeongchang, un sommet entre les deux Corées, le 3e du genre, ce sera le 27 avril prochain dans la DMZ, la zone démilitarisée. Kim Jong-un rencontrera le président sud-coréen. En début de semaine, il était déjà à Pékin et il a confirmé à l'occasion son intention de rencontrer également Donald Trump. France Info. Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, est l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Les questions posées par le terrorisme sont nombreuses. Se pose aussi celle du retour des djihadistes français partis combattre en Syrie ou en Irak et que Christophe Castaner, ministre et patron de La République En Marche, évoquait en ces termes lors du grand rendez-vous d'Europe 1 dimanche. Je crois qu'il vaut mieux les suivre, les accueillir, les emprisonner chaque fois que des actes délictuels ou criminels ont été commis, pour faire en sorte qu'on puisse identifier justement le risque. Plutôt que de se contenter de dire non, interdiction formelle de revenir, dites-vous bien que ces femmes, ces enfants, ils reviendront. Ils reviendront, ces Français qui sont partis combattre à l'étranger. Et c'est une difficulté de les voir revenir. D'abord, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient jugés sur place. Si les autorités veulent les juger, oui. Normalement, ils sont emprisonnés sur place et normalement, ils doivent être jugés sur place. Je pense qu'il faut qu'ils soient jugés sur place pour les crimes qu'ils ont commis là-bas et qu'ils répondent là-bas de leurs actes. Et il me semble que c'est la première chose. Donc moi, je ne souhaite pas leur retour. Si on est face à des expulsions, par exemple, si les autorités les expulsent en disant ils sont ressortissants français, c'est vous qui les jugerez. Malheureusement, le droit international est ainsi fait qu'effectivement, s'ils sont jugés et ensuite après leur peine de prison, expulsés d'un pays, ils vont revenir. Effectivement, un certain nombre
reviendront. Mais je ne souhaite pas que la France les rapatrie. Par ailleurs, il y a le cas très délicat aussi des enfants français qui sont nés là-bas, qui est un problème qui va être très difficile à résoudre. Donc il faut évidemment que sur ces sujets-là, on travaille sur ces questions de réinsertion et de déradicalisation. Alors je sais que le mot a été galvaudé. Un peu abandonné, oui. La déradicalisation, je pense qu'elle ne se fera pas non plus sans des aumôniers, ce qu'on appelle des aumôniers musulmans, qui pourront expliquer à ces enfants qui vont rentrer et qui vont devoir être éduqués en France, à ces enfants, à la fois ce que c'est qu'une religion de paix, et en même temps, il faudra leur expliquer aussi l'amour de la France, et ce ne sera pas quelque chose de très facile. Pour éviter le retour des djihadistes ou le compliqué, certains parlent de déchéance de nationalité. Ça vous paraît être une voie qu'on peut étudier ? Oui, moi je suis... la déchéance de nationalité est une peine très symbolique. Mais pour moi, la nationalité française, elle se mérite. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, mais symboliquement, quand on a porté les armes contre son pays, quand on a porté les armes du terrorisme, la possibilité d'avoir une peine de déchéance de nationalité me paraît être symboliquement très forte. Mais ce que je n'accepterai pas sur la déchéance de nationalité, c'est qu'il y ait 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des Français qui sont moins français que les autres, ceux qui sont nés à l'étranger, ceux qui ont des parents étrangers. Pour moi, chaque Français est responsable de ses actes. Qu'il soit né de 5 générations de Français ou qu'il soit né, j'allais dire, ailleurs que sur le sol français et qu'il soit devenu Français. Donc je pense que cette question de la déchéance de nationalité, il faut l'apprécier de manière universelle pour tous les Français. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait créer des apatrides. Des apatrides, c'était ce que j'allais vous dire. Potentiellement. Ce qui est une vraie difficulté tout de même. C'est une vraie difficulté parce que le droit international nous demande de prévenir la création des apatrides, ne nous l'interdit pas formellement, mais nous demande de le prévenir. C'est évident que c'est une mesure de dernier ressort. Mais moi, je propose qu'on ait un débat serein et multipartisan sur cette question de la nationalité française. Ça se mérite et ça doit pouvoir se perdre lorsqu'on porte les armes, lorsqu'on trahit son pays. Donc une question à poser. Lorsqu'on appelle à la haine de la République. Une question à poser dans ce débat, dans la lutte contre le terrorisme. Expulser les fichiers S qui sont étrangers. Des gens qui ont une nationalité étrangère ou une double nationalité, c'était le cas du terroriste de Trèbes. Fichier S, est-ce qu'on les expulse ? Fichier S, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est une réalité qui est extrêmement mouvante. Mais en revanche, les radicalisés, potentiellement dangereux, doivent être expulsés en urgence pour motif d'ordre public. Ça existe dans la loi. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup plus souvent par le passé. Il faut reprendre cette politique d'expulsion, la faciliter, parce qu'on est dans une situation d'urgence et d'ordre public. Et donc, oui, un étranger radicalisé, potentiellement dangereux, repéré comme potentiellement dangereux, devrait pouvoir être expulsé en urgence pour motif d'ordre public, et ce, de manière assez facile. Hier, Emmanuel Macron... Il n'y a pas un droit au séjour dans la République française lorsqu'on est, j'allais dire, en sympathie avec l'idéologie terroriste. Hier, Emmanuel Macron, aux Invalides, vous y étiez, a évoqué assez clairement, contrairement à certains de ses prédécesseurs, l'islamisme pernicieux et souterrain, a-t-il dit, les imams de haine. Est-ce que c'est une réponse qui vous suffit par rapport à certains qui ont évoqué un déni du président de la République ou même une forme de naïveté ? Non, on voit que dans les mots, il y a de la fermeté. Maintenant, moi, j'attends beaucoup plus de fermeté. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Pour commencer par... Écoutez, on sent quand même une progression dans l'esprit du président de la République, puisque je rappelle que pendant sa campagne, il avait dit, lorsqu'un homme refuse de serrer la main à une femme, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc moi, je suis satisfaite de voir qu'il s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a à l'œuvre dans la société française une idéologie politique qui, partant de la religion, instrumentant la religion, veut faire de l'islam politique une force de déstabilisation de la société française. Et donc, il voit bien que tout ça a à voir avec la religion. Et que derrière, il y a un processus vraiment de déstabilisation très profond de la société française. Donc, il y a un début de prise de conscience, on ne peut pas le nier. Mais face à cette fermeté dans les mots, je vous l'ai dit, il faut une réponse beaucoup plus ferme et efficace dans la durée. Il faut se réarmer encore et encore. Partout où on voit la menace monter, eh bien, il faut que la réponse de la société française monte, elle aussi. Il faut se muscler. Il faut muscler notre arsenal pénal. En prévision du Ramadan qui a lieu autour du début de l'été, un accord prévoit
entre la France et l'Algérie que des imams peuvent être envoyés par l'Algérie en France pour aider les fidèles à vivre le ramadan. Et une centaine de ces imams devraient donc arriver sur le territoire français dans les semaines qui viennent. Emmanuel Valls, qui était l'invité de France Info mardi matin, demande à ce que cesse cette pratique avec l'Algérie. On écoute l'ancien Premier ministre. Ces accords existent avec l'Algérie comme avec le Maroc. Je pense qu'il faut le plus vite possible y mettre un terme parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on doit se faire d'un islam des Lumières en France, un islam de France. L'islam est une religion française désormais, mais il faut pour cela qu'elle soit totalement compatible avec ce que nous sommes. C'est un accord ancien avec l'Algérie, avec le Maroc aussi, cet envoi d'imams. Il faut y mettre un terme ou on peut comprendre que des imams étrangers viennent sur le sol français? Il y a un grand paradoxe dans le discours de Manuel Valls, parce que vous savez, moi, quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur sous Nicolas Sarkozy, nous avions mis en place la formation des imams à l'université. On avait commencé à travailler avec l'Université de Strasbourg, avec l'Institut catholique de Paris, à la formation des imams, pour justement que ces imams deviennent des imams de France, qui soient pétris et imprégnés à la fois de nos réalités et de notre droit. Eh bien, il se trouve que la gauche s'y est opposée. Mais La là, gauche s'y est opposée, oui, mais attendez, on 10 est ans. responsable de ces actes. Il y a 10 ans. On dit pas, on parle Faut va pas pas à la régler des- télé pour dire le contraire de ce qu'on a fait pendant 5 ans, parce que c'est ce que fait Manuel Valls. Nous, la gauche nous a bloqués sur la Oui. formation des imams en France. Et ensuite, Manuel Valls a été Premier ministre et ministre de l'Intérieur, et il n'a rien fait Vous pour réglez un stopper, vieux compte avec pour régler Manuel Valls. cette question. Alors maintenant, passons Aujourd'hui, qu'est-ce à qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce Voilà. qu'on fait? Mm. Donc le contraire de ce que Manuel Valls a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il faut aujourd'hui que nous ayons des imams français pour prêcher en France et en français, ajoutons. Parce que Ajoutons le ça. problème que des prêches en arabe, c'est un vrai problème aujourd'hui dans Chacun la le République comprend. française. Concrètement, les imams algériens, là, ils vont arriver. Il faut éviter que ça se reproduise. Cette année, ça doit être un petit peu tard. Mais Concrètement, on n'est pas en mesure, à ce stade, à mon sens, d'organiser le ramadan de manière satisfaisante avec des imams français. On ne va pas les créer comme ça, d'un coup de baguette magique. Tout ce que dit Manuel Valls, c'est très beau et bon, mais ça fait des années qu'on aurait dû préparer cette situation. Donc il faut, effectivement, qu'on généralise une formation des imams à court terme, c'est-à-dire que tous les imams étrangers qui sont en France aujourd'hui sur notre sol doivent être formés aux valeurs et aux lois de la République, et ils doivent ensuite les respecter dans leurs prêches. Parce que le sujet, c'est quand même qu'on a des prêches qui, sans prôner le terrorisme, prônent des choses, des idées qui sont contraires aux valeurs de la République. Et je pense notamment à la question de l'égalité femmes-hommes, qui est quand même un sujet, une valeur cruciale et un principe fondamental de la République, et qui n'est pas forcément quelque chose pour lequel les imams étrangers s'investissent. Vous On va restez dire avec comme nous. ça. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Emmanuel Macron à l'Institut Curie ce matin, visite du prestigieux centre anti-cancer parisien qui mise sur l'intelligence artificielle. Technologie que le président entend développer au point de faire de la France un leader. Il développe sa stratégie cet après-midi et annonce déjà l'installation d'un centre de recherche de Samsung à Saclay, dans le sud de la capitale. De la cour des Invalides à la cathédrale de Carcassonne, les obsèques du colonel Arnaud Beltrame en fin de matinée. Le Premier ministre rendra également hommage aux 3 victimes civiles de Radouane Lagdim lors d'une cérémonie à 9h30 à Trèbes. Coupure d'électricité ciblée dans les entreprises, baisse de charges dans les centrales nucléaires. La CGT Mines et Énergie appelle à 3 mois de grève et de mobilisation à partir du 3 avril. Le syndicat invoque la convergence des luttes avec les cheminots notamment. Malala, de retour au Pakistan, prix Nobel de la paix en 2014, icône de la lutte pour l'éducation des femmes. C'est la première fois qu'elle rentre dans son pays depuis 2012 et la tentative d'assassinat des talibans alors qu'elle rentrait de l'école. France Info. Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, et l'invité de France Info. Jean-Michel Apathy. la grève de la SNCF commence mardi. Vous la redoutez, Valérie Pécresse? Oui, je la redoute parce que aujourd'hui, prendre le train pour des millions de Français, c'est la galère. Et c'est la galère même sans les grèves. Et alors avec Et donc, le fait que les cheminots rajoutent une grève dure, une grève longue, volontairement Qui longue et s'annonce longue. perlée, c'est-à-dire qui se renouvellerait potentiellement toutes les semaines jusqu'à juin. Vous pensez Oui. qu'elle sera très suivie dès Écoutez, mardi moi, je ne suis pas à l'intérieur du système, mais je crains malheureusement que cette grève soit dure. Et pour cela, la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité se mobilisent pour essayer
d'atténuer la galère que vont subir les voyageurs. Donc d'abord, on a recensé les 600 lieux de télétravail en Île-de-France de façon à ce que on puisse savoir près de chez soi où on peut aller télétravailler si son train ne part pas. Donc tout cela se retrouve sur le site de la région. On développe aussi une plateforme de covoiturage gratuit, c'est-à-dire qu'en Île-de-France, le covoiturage sera entièrement gratuit les jours de grève, remboursé par Île-de-France Mobilité. Il y a 8 plateformes de covoiturage. On peut trouver leur nom sur vianavigo.fr. On peut s'inscrire. On a besoin de conducteurs, donc tous ceux qui prennent leur voiture pendant les jours de grève, s'il vous plaît, solidarité civique, inscrivez-vous sur des plateformes de covoiturage, prenez des passagers avec vous. Je me suis inscrite, objectivement, ça se fait très facilement. Non, mais ça Donc se fait on pourra monter avec vous, vous pourrez... Oui, enfin, je ne prendrai pas 70 personnes, je n'ai pas un bus non plus. Mais, voilà, mais peut-être que vous aiderez les gens à aller Jean-Michel Apathy à la maison de la travail. Oui, voilà, on verra. Je ne suis pas sûre qu'il habite la Grande Couronne. Vous n'êtes sûr de rien, vous savez. Dans la vie, c'est difficile. Je ne suis sûre de rien. C'est difficile d'avoir des certitudes. Mais en tout cas, donc covoiturage gratuit. Et puis par ailleurs, nous allons renforcer un certain nombre de lignes de bus, notamment des lignes de bus qui amènent au métro, de façon à ce qu'on passe directement sur le réseau RATP. Et puis les noctiliens, qui normalement circulent à partir de minuit, c'est les bus de nuit, nous allons les mettre à partir de 20h pour aller, si je puis dire, secourir des voyageurs qui seraient restés en rade dans une gare à 20h. Voilà, donc pas mal d'actions pour essayer d'aider. Oui, mais ce ne sont, monsieur Apathy, ce ne sont que des mesures d'urgence. Ça ne résoudra pas le problème. On a aujourd'hui malheureusement des millions de voyageurs qui empruntent les trains dans la région tous les jours, sans parler des habitants des autres régions qui viendraient en Île-de-France. Donc ce ne sera que malheureusement des solutions, j'allais dire des petites solutions. Essayer d'aider ponctuellement certaines personnes. On met tout sur la table pour essayer d'aider ponctuellement. Il ne vous a pas échappé que la maire de Paris est en difficulté. Un sondage a retenu notre attention. Il a été publié cette semaine dans le JDD, qui montre que s'il y avait une élection municipale aujourd'hui, Anne Hidalgo serait sans doute dans une grande difficulté, notamment parce qu'un candidat de la République en Marche, le menace, Benjamin Griveaux en l'occurrence, qui est en tête dans des intentions de vote d'un sondage IFOP. Qu'est-ce que vous pensez de ce sondage-là, de la photographie qu'il donne de la situation d'Anne Hidalgo ? Je crois aujourd'hui qu'il faut, quand on est maire, quand on est président de région, il faut avoir la culture du travail en équipe. Et il ne faut pas être ni brutal ni sectaire. Et je crois que le sujet aujourd'hui, c'est que... Non, mais je crois que sur un certain nombre de sujets, il y a besoin aujourd'hui de travailler ensemble. Vous voyez, ce que ne fait pas Anne Hidalgo. Sur la piétonisation des voies sur berge, là encore, on est tous unis dans la lutte contre la pollution. Il n'y a pas un monopole de la lutte contre la pollution. Île-de-France Mobilité passe son temps à faire des appels d'offres pour des bus propres, à essayer de développer le covoiturage, à essayer de renforcer, évidemment, l'offre de transport en commun, y compris banlieue. Pour qu'on ne passe pas par Paris. L'idée est bonne et la méthode est mauvaise. Voilà. Que les villes ont envie, toutes, d'apaiser la circulation, de sortir les voitures. Mais pour le faire, il faut le faire en concertation. Il faut mettre des parkings aux entrées de Paris. Il faut revoir tous les carrefours pour les fluidifier. Et vous discutez un peu avec elle ? Ma porte est ouverte. Ça fait des mois que je demande qu'on puisse travailler sur des mesures compensatoires. Vous parlez, non oui, on se voit. Je l'invite. Vous parlez ? Je l'invite. Vous parlez de tout ça ? Bien sûr, je l'invite. Ah, vous en parlez ? Je l'invite à venir. On en parle. On est à côté l'une de l'autre dans l'hommage au colonel Beltrame pendant 1h30. Donc je lui en parle. Je lui dis de venir à la région ou de travailler dans le cadre d'Île-de-France Mobilité. Je vous rappelle que la ville de Paris est membre d'Île-de-France Mobilité. Il faut les rouvrir ou pas ? Je pense, Monsieur Toussaint, qu'une autre piétonisation est possible. Une piétonisation qui est concertée, c'est une piétonisation progressive et qui permet aux Franciliens de changer de voiture, qui permet d'avoir des voitures plus propres. Si on avait laissé... Ça veut dire non, en fait, pardon de... Ça veut dire non, il ne faut pas les rouvrir. Non. Moi, je pense... Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est compliqué de revenir en arrière. Non, Monsieur Toussaint, je ne suis pas maire de Paris. Je suis en charge du plan de déplacement urbain de l'Île-de-France, c'est-à-dire de la coordination de toutes les décisions de tous les maires. Si le maire de Neuilly se met à piétoniser l'avenue Charles de Gaulle, qui permet de rentrer dans Paris, ou si le maire de Saint-Denis piétonise la 1, ou le maire de Charenton piétonise la 4, eh bien, on ne pourra plus circuler et il y aura un immense... Et il y aura un problème. Anne Hidalgo et il y aura plus de pollution, parce que les voitures à l'arrêt, elles polluent 4 fois plus. Donc, Anne Hidalgo est en situation de faiblesse. Pardon, et la droite n'a pas de candidat.
Oui, mais écoutez, là, on est d'abord dans la question. On est d'abord dans la question du projet pour Paris. Paris est une ville capitale, une ville monde, une ville qui rayonne. Donc il faut un candidat ou une candidate. Mais Paris doit se construire en respectant les 10 millions d'habitants qui sont autour. Parce qu'aujourd'hui, Paris est l'une des villes les plus chères du monde. Paris, dans les 10 ans qui viennent, va perdre des habitants, perdre des emplois. Et c'est la banlieue qui va faire la dynamique de Paris. Et si les artisans, les commerçants qui vivent en dehors de Paris ne peuvent plus rentrer dans Paris, si tous les salariés qui font vivre Paris ne peuvent plus rentrer dans Paris, il faut aujourd'hui une cohésion régionale. Et donc une métropole régionale. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Bonne journée à vous.